beaucoup, Madame la Présidente. La question des limites de l'interprétation est intimement liée à celle des théories de l'interprétation. C'est pourquoi je serai obligée de reprendre un peu tout ce qui a été dit hier, notamment par le professeur Slim Larmeni lorsqu'il a exposé les différentes théories de l'interprétation. Pourquoi je dis qu'il s'agit de deux questions intimement liées? Parce qu'en effet, l'existence ou non de limites à l'interprétation, l'intensité de ces limites, si elles existent, sont des questions dont la réponse va dépendre de la conception retenue de l'activité d'interprétation. Donc, concernant la question des limites de l'interprétation, trois propositions sont possibles. La première, c'est de dire que l'interprétation est enserrée dans des limites très strictes, dans ce sens où l'interprète ne jouit d'aucun pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la signification du texte. La deuxième proposition possible, c'est d'affirmer que l'interprétation ne connaît pas du tout de limites. L'interprète est totalement libre de faire dire aux énoncés interprétés tout ce que son imagination peut lui inspirer. Troisième proposition, c'est de soutenir que tout en n'étant pas complètement lié dans la détermination de la signification, le pouvoir de l'interprète du texte, en particulier du texte juridique, se trouve limité par plusieurs facteurs qu'il convient de préciser. Alors, si l'on se place du point de vue de la thèse qui appréhende l'interprétation comme un acte de connaissance d'une signification objective préexistante à l'opération même d'interprétation, il est évident que les limites de l'interprétation sont des limites absolues, en ce sens où l'interprète du texte ne jouit d'aucune liberté dans la détermination de la signification. Le produit de l'opération d'interprétation, c'est-à-dire la signification, peut être qualifié de vrai si l'interprète réussit à dégager le sens objectif du texte. Elle peut être qualifiée également de faux si l'interprète échoue à atteindre ce sens objectif. L'interprétation ne doit même pas avoir lieu en cas de texte clair, puisque, comme l'a très bien expliqué Slim Larmeni hier, dans cette théorie, l'interprétation ne doit intervenir que pour pallier à une pathologie du texte. Cette première thèse, aujourd'hui, elle est largement discréditée. Elle est notamment démentie par la polysémie qui caractérise toutes les langues. Selon une deuxième théorie, il s'agit en fait d'une version radicale de la théorie réaliste de l'interprétation, une théorie qui se propose de décrire la réalité de l'interprétation et non pas de soutenir une doctrine normative de l'interprétation. Donc, selon la théorie réaliste de l'interprétation, l'opération d'interprétation de la signification du texte, avant l'opération d'interprétation, la signification du texte est complètement indéterminée. C'est l'interprète qui décide de la signification, donc c'est l'interprète qui finalement crée la norme. Dans cette perspective, l'interprétation est totalement libre, l'interprète n'est soumis a priori à aucune limite. La défense d'une liberté totale de l'interprète, c'est une position qui a été attribuée dans un premier temps à Umberto Eco. Dans son ouvrage, dont l'intitulé est très évocateur, L'œuvre ouverte. D'après Eco, l'œuvre est ouverte parce qu'elle est, je le cite ici, c'est un message fondamentalement ambigu, une pluralité de signifiés qui coexistent en un seul signifiant. C'est le projet d'un message doté d'un large éventail de possibilités interprétatives. Cependant, il est à préciser que dans cet ouvrage, donc l'œuvre ouverte, le spécialiste en linguistique et célèbre romancier italien s'intéresse spécifiquement à l'œuvre d'art, à l'œuvre littéraire. D'ailleurs, les exemples sur lesquels il se penche pour étayer sa réflexion sont tirés de la musique classique, de la littérature, de la peinture. Umberto Eco estime que l'œuvre, qu'elle soit artistique ou littéraire, n'est pas achevée. Elle est ouverte aux possibilités d'interprétation par le biais desquelles le récepteur contribue à cette œuvre. Cette conception est-elle transposable au droit? Plusieurs raisons que nous allons développer dans le cadre de cette contribution nous incitent à modérer cette conception du récepteur-interprète
libéré de toute contrainte dans l'interprétation du message livré par l'émetteur. D'ailleurs, il faut le préciser, Umberto Eco n'a pas du tout été d'accord avec l'interprétation qui a été faite de son ouvrage L'œuvre ouverte. Pourquoi? Parce que dans un autre livre qu'il a écrit une trentaine d'années plus tard, et dont l'intitulé est également très significatif, Les limites de l'interprétation, un livre intitulé Les limites de l'interprétation, Eco précise, je le cite ici, il dit « Il y a 30 ans, je m'attachais à définir une sorte d'oscillation ou d'équilibre instable entre initiative de l'interprète et fidélité à l'œuvre. Durant ces 30 ans, d'aucuns se sont trop compromis sur le versant de l'initiative de l'interprète. Le problème n'est pas, donc il parle de sa réflexion dans ce nouveau livre, le problème n'est pas de se compromettre en sens inverse, mais bien de souligner une fois encore le caractère incontournable de l'oscillation. En somme, dire qu'un texte est potentiellement sans fin ne signifie pas du tout que tout acte d'interprétation puisse avoir une fin heureuse. Alors, puisque ces deux positions extrémistes des théories de l'interprétation qui suscitent deux réponses totalement opposées à la question de l'existence de limites à l'interprétation, puisque ces deux positions sont, à mon sens, difficilement défendables, je vais m'en tenir dans mon exposé à une position plus modérée, qui, tout en reconnaissant à l'interprète du texte juridique un pouvoir discrétionnaire important dans la détermination du sens, ne néglige pas l'influence des facteurs qui viendront réduire l'éventail de choix offerts à l'interprète. Donc, quelles sont les limites de l'interprétation? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur l'interprète, l'orientant vers une signification plutôt que vers une autre? En parlant des limites de l'interprétation, les premières limites qui peuvent venir naturellement à l'esprit, ce sont celles qui découlent du texte lui-même. Pour Umberto Eco, encore lui, le texte interprété impose des restrictions à ses interprètes. Les limites de l'interprétation, dit Eco, coïncident avec les droits du texte. Dans le même sens, pour soutenir cette même idée, Kelsen précise que le texte représente un cadre à l'intérieur duquel il existe plusieurs possibilités d'application et ceci étant, nous dit Kelsen, tout acte qui se tient dans ce cadre est régulier. Cependant, nous n'allons pas prêter une grande attention aux limites imposées par le texte lui-même. Pourquoi? Parce que, et je rejoins ici professeur Slim Larmeni, qui écrit que s'il est vrai que l'on ne peut, sur la base d'arguments linguistiques, soutenir une théorie volontariste radicale et que l'on doit admettre que si la liberté de l'interprète existe, elle est toutefois limitée, on peut, sur la base d'arguments juridiques, affirmer l'existence, dans certaines conditions, d'une liberté absolue de l'interprète. Peut-être vous l'avez bien compris parce qu'on l'a dit et redit depuis hier, il s'agit ici de dire que du point de vue strictement juridique, rien n'empêche un acteur juridique à l'interprétation duquel l'ordre juridique attache des effets et dont l'interprétation ne peut être contestée devant aucune juridiction, rien ne l'empêche de proposer une signification qui sert complètement du cadre tracé par le texte interprété. Par ailleurs, sans méconnaître l'importance des facteurs non juridiques qui peuvent influencer les solutions retenues par l'interprète, tels que les facteurs d'ordre politique, les facteurs économiques, financiers, idéologiques ou même psychologiques, nous allons limiter notre propos aux limites de nature juridique. Ces limites, je ne vais pas être très originale, je vais essayer de classer ces limites selon le critère de l'origine des limites pour parler de deux points essentiels dans mon exposé, les interprètes que l'interprète se donne lui-même, ce sera le premier point, les limites qui résultent de l'environnement juridique dans lequel l'interprète évolue, ce sera le deuxième point.
Alors, pour les limites que l'interprète se donne lui-même. D'après la théorie réaliste de l'interprétation, la norme est le produit d'un acte de volonté de l'interprète. Donc, les énoncés juridiques interprétés n'auraient de signification que lorsqu'un interprète habilité à le faire le leur aurait donné. La difficulté majeure que soulève cette conception de l'interprétation réside dans l'indétermination des normes juridiques, laquelle indétermination risque de transformer le pouvoir interprétatif ou le pouvoir normatif de l'interprète en un pouvoir arbitraire. C'est pourquoi, comme correctif à cette théorie, une autre théorie a été élaborée. Il s'agit de la théorie des contraintes juridiques. Et cette théorie a été élaborée en vue de justifier pourquoi, malgré la liberté dont jouissent les acteurs juridiques, ceux-ci s'orientent vers un nombre restreint de solutions. La contrainte juridique est définie ainsi, je cite, « Il s'agit d'une situation de fait dans laquelle un acteur du droit est conduit à adopter telle solution ou tel comportement plutôt qu'une ou un autre en raison de la configuration du système juridique qu'il met en place ou dans lequel il opère. » Certaines de ces contraintes qui pèsent sur l'interprète du texte sont produites par des normes qui émanent de l'interprète lui-même. Elles se vérifient notamment concernant l'interprétation jurisprudentielle. En effet, il est à observer que même dans les systèmes juridiques où les cours ne sont pas liées par leur propre précédent, elles sont contraintes par leur propre jurisprudence. D'ailleurs, c'est ce qui explique le phénomène de la constance de la jurisprudence des juridictions suprêmes, bien que les interprétations qu'elles livrent du texte juridique échappent à tout contrôle. En fait, du point de vue juridique, rien n'empêche ces juridictions d'adopter une interprétation différente du même texte juridique à l'occasion de chaque application. Mais elles ne le font pas. Pourquoi elles ne le font pas? C'est comme elles aspirent, comme ces juridictions suprêmes aspirent par les normes qu'elles produisent à régler le comportement d'un nombre indéterminé de sujets, ces cours doivent se plier à la contrainte de maintenir une jurisprudence stable. Car si une juridiction suprême exerce son pouvoir interprétatif au gré de ses caprices, la norme applicable serait insaisissable aussi bien pour les sujets de droit que pour les juridictions inférieures. Ceci serait dans l'incapacité de prendre les normes produites par la juridiction suprême par le biais de l'opération d'interprétation comme étalon de mesure leur permettant de régler leur propre conduite. Conçue comme une contrainte à laquelle les juridictions suprêmes doivent se plier, l'idée de cohérence du système juridique est retenue par d'autres auteurs, non pas comme une contrainte, mais comme l'un des éléments essentiels qui doivent guider l'interprète dans la recherche ou dans l'attribution de la signification. Certes, ce point de vue ne défend pas l'existence d'un sens véritable du texte juridique que le juge doit découvrir, mais ne semble pas non plus adhérer à la thèse du pouvoir discrétionnaire illimité de l'interprète. Plusieurs éléments d'appréciation doivent être pris en considération par l'interprète du texte juridique en vue de livrer, je cite ici l'un des auteurs qui soutiennent cette idée-là, plusieurs éléments d'appréciation doivent être pris en considération en vue de livrer, si ce n'est la seule et unique interprétation vraie, mais pour le moins une interprétation la meilleure possible au regard des différents éléments à prendre en compte par un interprète consciencieux qui travaille dans le respect du droit et de la séparation des pouvoirs, lui interdisant d'être législateur. Pour défendre l'idée de l'existence pour chaque cas d'une décision et d'une seule qui correspond à la meilleure suite à donner à une jurisprudence existante, le célèbre philosophe de droit américain Ronald Dworkin recourt à une métaphore, le roman à la chaîne.
Cette métaphore repose sur une analogie entre le droit et la littérature et fait le parallèle entre le droit et un roman écrit à plusieurs mains. Il nous explique, je cite, dans cette entreprise, un groupe de romanciers écrit un roman, chacun à son tour. Chaque romancier de la chaîne interprète les chapitres qu'il a reçus pour écrire un nouveau chapitre qui vient alors s'ajouter à ce que reçoit le romancier suivant et ainsi de suite. Fin de citation. Donc, de même que chaque romancier participant à ce roman collectif, à l'exception du premier, bien sûr, tout en jouissant de la liberté d'orienter la suite de l'histoire, se trouve contraint par ce qui a été déjà rédigé par ses collègues, le juge, lors de l'interprétation, tout en jouissant d'une grande marge de manœuvre, doit respecter la cohérence de l'œuvre à laquelle il est en train de prendre part, c'est-à-dire le droit. La motivation des décisions, lorsqu'elle n'est pas prescrite par les règles juridiques, peut également être analysée comme une contrainte que l'interprète se donne lui-même. Pourquoi je dis lorsqu'elle n'est pas prescrite par les règles juridiques? Parce qu'il faut distinguer ici entre l'obligation juridique et la contrainte juridique. Donc, si la motivation est imposée par une règle juridique, il s'agit d'une obligation juridique. Lorsqu'elle n'est pas imposée par une norme juridique du droit positif, elle peut constituer une contrainte juridique. Pourquoi elle peut constituer une contrainte juridique? Parce que les acteurs juridiques peuvent difficilement éviter d'en produire. Ne serait-ce que parce qu'on ne peut espérer être obéi quand la décision se présente comme l'expression d'une volonté arbitraire. Il est donc bien préférable de le faire apparaître comme le produit d'une nécessité objective ou de l'application d'une règle préalable. Constituent donc une contrainte juridique interne les principes d'interprétation qui servent d'argument à la signification retenue. En effet, les règles d'interprétation qu'un acteur juridique élabore en vue d'encadrer le pouvoir d'interprétation d'autres acteurs juridiques s'imposent à lui aussi. Il ne peut les ignorer. Il en résulte que, libre du texte, l'interprète sera contraint par ses propres règles de justifier ses interprétations par le texte, je viens de citer Sislim l'Arménie. Une autre limite que l'interprète habilité à le faire peut imposer à soi-même est une limite spécifique aux juridictions constitutionnelles. Elle se vérifie lorsque saisie pour se prononcer sur la constitutionnalité d'un projet de loi ou d'une loi dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori, cette juridiction préfère observer une certaine réserve. En effet, pour illustrer ce cas d'autolimitation, nous pouvons mentionner la pratique de self-restraint, pratique exercée par les cours constitutionnelles qui, tout en étant théoriquement libre de prendre des décisions purement conjoncturelles, évite de s'immiscer dans les débats politiques. Donc, on peut se poser la question si l'instance provisoire, dans les différents cas où elle n'a pas voulu prendre de décision, les cas de non-décision, est-ce qu'on peut se poser la question si l'instance n'a pas elle-même appliqué cette pratique de self-restraint pour esquiver de se prononcer sur des questions clivantes, sur des questions controversées, sur des projets de loi controversés. Je pense spécialement au projet de loi dans le domaine, sur la réconciliation dans le domaine administratif ou au projet de loi révisant la loi de la Cour constitutionnelle. Donc, je passe au deuxième point de mon exposé, les limites résultant de l'environnement juridique dans lequel l'interprète évolue. Ces limites sont juridiques. Pourquoi elles sont juridiques? Parce qu'elles découlent des normes qui déterminent les compétences des autorités qui organisent leurs rapports. L'interprète juridiquement libre d'adopter n'importe quelle signification se trouve obligé de s'orienter vers un nombre réduit de solutions en raison de ces contraintes qui résultent de la physionomie du système juridique.
Alors, et ainsi, tout en étant libre du point de vue juridique d'attribuer au texte la signification exprimant sa volonté propre, l'acteur juridique se trouve en pratique contraint à se plier à certains éléments imputables au système juridique. Par exemple, lorsque les normes du système juridique organisent les rapports entre les différentes autorités juridiques de manière à permettre à certaines d'entre elles de réagir aux décisions émanant d'autres autorités, la réaction des premières constitue une contrainte qui pèse sur l'autorité qui procède à l'interprétation. Par exemple, la contrainte de voir son interprétation censurée par une juridiction supérieure au contrôle de laquelle elles sont soumises pousse d'une manière générale les juridictions inférieures à adopter la même interprétation qui a été auparavant retenue par la juridiction supérieure. De même, la réaction du législateur qui peut intervenir par une loi interprétative précisant le sens obscur d'une loi antérieure pour combattre une interprétation jurisprudentielle constitue une limite pour ces juridictions-là, les incitant à opter pour une interprétation qui évite cette réaction de la part du législateur. Une autre limite qui découle de l'environnement juridique, le pouvoir discrétionnaire dont jouit un acteur juridique dans l'interprétation du texte trouve une limitation dans le pouvoir d'interprétation reconnu par le système juridique à un autre acteur juridique. Cette limitation est imputable à l'environnement juridique dans lequel l'interprète est amené à prendre ses décisions, puisqu'il s'agit d'une limite à la liberté absolue de l'interprète qui se vérifie, je cite Tropper, lorsque les normes organisent les rapports entre autorités de telle manière que le pouvoir discrétionnaire des uns dissuade les autres d'exercer leur propre pouvoir discrétionnaire de façon excessive. L'interprétation, dans ce cas bien précis, est le résultat d'un rapport de force entre les acteurs juridiques intéressés. Pour illustrer ces propos par des exemples tirés de la pratique constitutionnelle en Tunisie, je ne vais pas me référer à des cas concrets, mais à ce qu'aurait probablement pu avoir lieu si la Cour constitutionnelle avait été instaurée dans les délais fixés par la Constitution. Ce matin, René a parlé de l'interprétation de l'article, des différentes interprétations de l'article 89. En considérant que l'article 89 de la Constitution ne lui imposait pas de désigner les membres du gouvernement qui ont obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple et de les invoquer pour les prestations de serment, le président de la République aurait probablement pris en considération, en retenant cette interprétation, le pouvoir d'interprétation de l'Assemblée du peuple qui peut interpréter cette décision comme une atteinte grave à la Constitution et donc déclencher la procédure de l'article 88 permettant de démettre le président de la République. Dans le même sens, la même chose en matière d'interprétation du fameux article 80, tout en étant l'interprète authentique de l'article 80 de la Constitution, le président de la République, il est vrai que c'est à lui seul de décider des significations à attribuer à l'expression péril imminent, menaçant l'intégrité nationale, la sécurité et l'indépendance du pays, ou encore de l'expression péril entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et cette interprétation peut consister aussi bien à fixer la définition des expressions mentionnées qu'à qualifier les circonstances de fait. Il n'en demeure pas moins que si la Cour constitutionnelle avait été instaurée, le pouvoir discrétionnaire du président de la République dans l'interprétation de l'article 80 aurait été tempéré par l'interprétation probable qu'aurait donnée la Cour constitutionnelle une fois saisie pour vérifier si la situation exceptionnelle persiste. Je dis aurait probablement, j'utilise
le conditionnel, hein, et j'insiste sur probablement. Pourquoi? Parce que la théorie des contraintes juridiques part d'un concept clé pour expliquer, analyser ces contraintes. Ce concept clé, c'est celui de l'homo juridicus. L'homo juridicus, c'est un acteur juridique doué de rationalité. Les caractéristiques de cet homo juridicus sont les suivantes. Il s'agit d'un acteur juridique, c'est-à-dire d'un producteur de normes juridiques. Ensuite, il s'agit d'un acteur qui choisit, mais pas de n'importe quelle façon. Il a une propension à vouloir défendre sa sphère de compétences, à ne pas vouloir que sa décision soit renversée, à préserver son existence institutionnelle, ainsi qu'à maintenir ou optimiser son pouvoir, notamment en fournissant des justifications institutionnellement acceptables de ses choix. Je viens de vous exposer les caractéristiques de l'homo juridicus tel que dégagé par les initiateurs de cette théorie des contraintes juridiques, notamment Tropper et Véronique Champey-Desplat. Pour conclure, on peut dire qu'une analyse conjointe des deux théories, celle réaliste de l'interprétation et celle des contraintes juridiques, permet d'affirmer que l'interprétation est une opération de création de la norme, mais une création soumise à des contraintes. Malgré la liberté des interprètes, ceux-ci agissent d'une manière déterminée en raison de leur position institutionnelle dans un système juridique, ainsi qu'en raison des contraintes qu'ils supportent à l'intérieur de ce même système juridique. Je vous remercie pour votre attention.